Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier épisode d'une série de podcasts sur la chaîne Dar al-Hikmah. Une série pensée pour ceux et celles qui aspirent à une vie plus enracinée dans l'islam par la science, la réflexion et le vécu. À travers cette série, on va aborder des thèmes concrets: hijra, quête de science, éducation, vie familiale, engagement spirituel et bien d'autres. Toujours à travers des témoignages réels, des parcours inspirants et des échanges sincères. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup de monde, la Hijra. Et pas n'importe où. Direction l'Égypte, une terre chargée d'histoire, de savoir et de repères pour de nombreux musulmans. On reçoit un invité qui a franchi le pas, qui a quitté son pays d'origine pour s'installer en Égypte, et qui va nous partager son expérience, les raisons qui l'ont poussé à partir, les réalités de l'installation, les défis, les bienfaits, et les conseils concrets pour ceux qui réfléchissent à faire de même. Installez-vous, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Abou Ibrahim. Comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, on va commencer, on va rentrer directement dans le bain. Donc, pour commencer, pour situer le parcours, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Depuis combien de temps tu es en Égypte et dans quelle ville? Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire la hijra? Est-ce que c'était une décision progressive ou un déclic soudain? Moi, je suis Abou Ibrahim. J'ai 33 ans. Je suis originaire de Paris et j'ai fait la hijra il y a à peu près 3 ans. Dans quelle ville? Je suis à Waha. Enfin, j'étais à Waha. Après, j'ai déménagé au Nouveau-Caire. J'ai passé à peu près 2 ans, ouais, 2 ans et 2 mois à Waha, là où il y a la grande majorité de Français, Muhajirun. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la hijra? C'est surtout pour l'éducation de mes enfants. Parce que mes enfants, ils commençaient à avoir l'âge d'aller à l'école. Et je me suis dit, bah, c'était un déclic soudain. J'avais déjà, alhamdoulilah, je m'étais préparé en, en ayant un métier dans les mains. Je me suis préparé, je me suis formé à un métier. Et après, bon, j'avais quand même pas l'intention de partir tout de suite, mais quand j'ai vu que la France, a se dégradait et que, en termes d'éducation, bah, je suis parti du jour au lendemain. Ok, taïeb. Jazakallahu khairan. Donc, du coup, c'était une décision progressive. C'était pas un déclic soudain. Non, c'était une décision progressive. Oui. Parce que ça faisait déjà un moment que je pensais à l'Algérie, mais je suis parti dès que j'ai sur un coup de tête aussi, un petit peu. Ok. Du coup, ça fait combien de temps à peu près que t'es en Égypte? Ça fait 3 ans. Taïeb. Barakallahu fik. Ok. Bon, pour rentrer, le départ. Alors, quelles ont été tes premières, enfin les premières démarches avant de partir? Comment ta famille ou ton entourage a réagi à ton projet? Alors, je vais te citer les questions, enfin, je vais te les citer. Si tu veux, je répéterai ou on répondra question par question. Donc, comment ta famille ou ton entourage a réagi à ton projet? Est-ce que tu es parti seul, en couple ou avec des enfants? Bon, ça, j'ai la réponse. Avais-tu déjà visité l'Égypte avant ta hijra? Fadal. Avant de faire ma hijra, tout d'abord, je suis venu un mois tout seul parce que j'avais déjà un ami qui était déjà installé ici. Et du coup, je suis parti avec un frère, un peu moins d'un mois, pour m'inscrire dans un markaz, commencer à étudier la langue arabe et voir un petit peu prendre mes repères. Ensuite, je suis revenu après, si je dis pas de bêtises, j'étais retourné en France et après je suis reparti 5 mois après avec ma femme et mes 3 enfants. Donc, comment ma famille elle a réagi à ce projet? Bah, comme tous les parents, ils étaient tristes. Moi, je suis assez proche de mes parents, comme je pense que la bonne majorité d'entre nous. Du coup, ils étaient un peu tristes que je parte, mais je leur ai expliqué mes raisons. Et alhamdulillah, ils ont compris. Même si, bon, ils essayaient de trouver une solution de pourquoi tu t'éduques pas tes enfants dans la religion et en même temps, tu restes en France auprès de nous. Sauf que je leur ai expliqué que c'était assez compliqué et même j'ai vu beaucoup de frères en Égypte, ce qui m'a permis de franchir le cap. Et pour les démarches avant de partir, bah, que ça soit pour les enfants, c'était vérification des vaccins. S'il n'y avait pas des vaccins à faire par rapport au pays, c'est important. Ça reste des pays du tiers-monde. Après, en termes de logement, bah, alhamdoulilah, vu que je suis venu dans le quartier où il y a pratiquement tous les frères français, je me suis renseigné, que ce soit auprès de mon ami ou d'autres personnes.
Et franchement, c'était assez facile de trouver un appartement. Et ça, c'était pas très compliqué. Et après, en termes d'affaires, c'était plus mes provisions. J'ai préparé à peu près ce que je pourrais avoir besoin en termes de vêtements, enfin, tout ce qui va avec pour la famille, peut-être les médicaments. J'ai pris aussi des médicaments avec moi, même il y en a en Égypte. J'en avais pris par précaution. Et après, c'est tout, hein. Après, j'avais pas grand-chose. Niveau, non, il y avait que ça. Ok, taïb, jazakallah khairan. Ok, concernant ton installation, alors, comment s'est passée ton installation, tout simplement? Quelles ont été les plus grosses difficultés au début, que ce soit le logement, la langue, les papiers, etc. Est-ce que tu t'es senti accueilli, soutenu par les frères sur place? Est-ce que tu as trouvé facilement un logement? Bon, ça, tu l'as déjà évoqué, mais bon, j'aimerais bien que tu développes, barakallahu fik. Bon, un travail, bon, tu peux parler aussi du travail. Et enfin, surtout, comment tu subviens à tes besoins sur place, ici en Égypte, et l'école de tes enfants. Fadl. Donc, comment s'est passée mon installation? Bah, très très bien. J'ai été très très bien accueilli, que ce soit par les frères français ou même en général par les Égyptiens. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui se sont installées avant moi. Du coup, ils commençaient à nous connaître et à nous apprécier alhamdoulilah, par le bon comportement des frères en général. Donc, en fait, ça a été assez simple. J'ai trouvé mon logement très très facilement. En allant voir juste comme ils appellent ici les baweb, on va dire les gardiens du bâtiment qui t'aident à trouver des logements. J'en ai trouvé un très facilement. J'ai signé, mon contrat a été fait très rapidement. Alhamdulillah. Le prix été correct, très correct. Et derrière, ce qui a été le plus compliqué, les difficultés, honnêtement, c'était la langue. La langue pour communiquer avec les Égyptiens, c'était pas évident. C'était pas évident, mais alhamdoulilah, il y avait des frères qui m'accompagnaient pour mon contrat, pour plein de démarches que j'ai fait. J'ai des frères qui étaient plus avancés que moi en langue arabe, qui sont venus et qui m'ont aidé. Alhamdoulilah. Ensuite, pour l'école des enfants, bah pareil. J'ai demandé aux frères qui étaient déjà installés, ils m'ont présenté plusieurs écoles. Après, moi, honnêtement, j'ai préféré voir par moi-même, parce que, voilà, moi, je prends l'avis des gens et après, je vais vérifier par moi-même ce qui est mieux, parce que chacun, on a nos conditions pour nos enfants, ce qu'on veut pas, parce que je pense qu'on veut pas tous exactement la même chose. Du coup, alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver une très très bonne école qui était pas loin de chez moi. Bon, alhamdoulilah, c'était assez facile et même pour le transport, il y a très très facilement on trouve des Égyptiens avec des petits vans qui récupèrent nos enfants et qui les déposent à l'école et c'est ce que j'ai fait, alhamdoulilah. Et pour le travail, moi, je ne travaille pas en Égypte. Je vis de mes économies et comme je l'ai dit au début, j'ai un travail, enfin, je me suis formé dans un métier en France qui m'a permis d'ouvrir ma société en France et de pouvoir travailler par période. Soit c'est moi, je vais travailler, soit j'essaie de trouver des personnes qui travaillent à ma place et je fais de ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, niveau travail, j'ai jamais encore travaillé en Égypte. Ok, ça veut dire que tu pars, on va dire, quelques mois, comme la majorité des frères ici, tu pars quelques mois et tu reviens avec cet argent pour vivre en Égypte. Exactement. Parce que, alhamdoulilah, en Égypte, c'est pas très cher. Et tu peux, alhamdoulilah, travailler quelques mois et ça te permet de vivre un long moment en Égypte en fonction de tes dépenses. Bien évidemment, restent plus que d'autres. Ok, taïb, jazakallahu khairan. Ok. Concernant l'aspect spirituel, alors, est-ce que tu as vu une différence dans ta pratique religieuse depuis que tu es ici, yani par rapport à la France? Est-ce que tu as trouvé bon, c'est que oui, mais je pose quand même la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as trouvé des opportunités d'apprentissage, euh, Coran, arabe, ilm de manière générale, que tu n'aurais pas eu en France? Essaye de développer sur ça. Et est-ce que tu sens que ton environnement t'aide à te rapprocher d'Allah au quotidien? Barakallahu fik. Est-ce que j'ai senti une différence dans ma pratique religieuse? Oui. Alhamdulillah. Forcément, bah, en France, on était dans un train, enfin, notre train de vie, c'était, comme ils disaient les Français, métro, boulot, dodo. C'était un peu comme ça qu'on vivait. Même si on essayait de s'efforcer à essayer d'écouter des cours le soir ou même sur le trajet, c'est pas pareil. Et en plus, alhamdoulilah, ici, tu vis avec des frères en général, qui te jugent pas.
Même si on voit un de nous, il a une baisse de foi ou quoi, bah la personne, enfin les frères, ils viennent, sans te juger, ils te poussent à aller te remettre dans le bain, à aller apprendre, à aller, enfin, à venir avec eux dans les cours. Et ça fait, alhamdoulilah, en fait, ça maintient ta foi. Alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué, vu que c'est pas tout le monde, hein, mais chacun vient un peu de son côté et est pris un peu par sa vie de famille, le travail et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, oui, ça m'a apporté beaucoup. Et des opportunités d'apprentissage, bah, c'est l'Égypte. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on développe trop. Il y a des niveaux, Masha'Allah, niveau Coran, cours d'arabe, même cours de sciences religieuses, il y en a tout le temps, partout. Il y a des cours pour les plus motivés, Allah Mabarak, jusqu'à 2 heures du matin, tu peux avoir cours. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Tu peux même, je me permets de te couper, tu peux même payer des profs qui viennent t'enseigner à domicile. Ouais. C'est une grande ni'ma, ça aussi en Égypte. C'est que demain, t'es occupé par le travail, t'as peut-être un travail à distance, t'as juste des heures, enfin, t'as 1 heure de trou, 2 heures de trou, tu peux caler des cours parce que, en Égypte, ça peut être, c'est quelque chose de très, très, très accessible. Pour les cours, que ça soit pour hommes ou pour femmes. Ceux qui veulent ramener aussi des femmes pour des cours à domicile ou pour leurs enfants, que ça soit des cours de Coran, d'arabe ou de sciences religieuses. Alhamdoulilah, c'est quelque chose que tu trouves assez facilement en Égypte. Et du coup, alhamdoulilah, on a la réponse à la dernière question, c'est est-ce que tu sens que ton environnement t'aide à te rapprocher d'Allah? Bah, forcément, avec tout ce que tu as évoqué, Allah Ibarak, les frères qui te conseillent, si t'as une baisse de foi, en général, si t'as une baisse de foi, ils viennent te chercher, franchement, c'est très bien, Allah Ibarak. Alhamdoulilah. Ok, barakallahu fik, akhi. Bah, très très bonne chose que tu as évoqué, Allahumma barak. Donc, on va rentrer dans l'aspect, on va dire, entre guillemets, pratique et réaliste. Alors, déjà, le coût de la vie. Est-ce que tu peux développer sur le coût de la vie ici en Égypte? C'est quoi les démarches qui sont les plus complexes, que ce soit le visa ou la scolarité pour les enfants, etc. Est-ce qu'il y a des arnaques ou des pièges que les gens doivent éviter? Est-ce que tu peux les évoquer pour conseiller les frères qui vont venir? Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir su ou préparé avant d'être venu ici en Égypte? Tfaddal. Bah, pour le coût de la vie, bien sûr, c'est bien plus accessible que la France, alhamdoulilah. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui sont en Égypte et depuis plusieurs années sans qu'ils aient eu besoin d'aller travailler. Ou du moins, ils font un peu de commerce, de miel, ça peut être du commerce de plein de choses, des chachia, où certains font confectionner des vêtements ici, que ça soit pour hommes ou pour femmes ou pour enfants, et qui les envoient en France. Après, assez rapidement, tu peux très très bien générer de l'argent et pour vivre tranquillement ici en Égypte. Parce que quand tu vois le loyer, que ce soit le loyer, l'école des enfants, les transports, j'irai même plus loin, ceux qui prennent des Uber, tout est accessible, alhamdoulilah. Je parle sans rentrer même dans les aliments. Les aliments, c'est connu, l'Égypte, c'est très très peu cher pour les aliments. Alhamdoulilah. Ensuite, pour les démarches les plus complexes, honnêtement, c'est un peu le visa que je vois que les frères, entre guillemets, ça leur pose un peu de soucis, mais on a plusieurs moyens d'avoir le visa. Il y a le moyen soit d'inscrire ses enfants à l'école, c'est- s'ils ont à partir d'un certain âge, on peut inscrire nos enfants à l'école et ça donne le droit à l'iqama à toute la famille pour 1 an. Soit il y a ceux qui s'inscrivent à l'Azhar et ça leur donne aussi l'iqama d'1 an. Soit on fait un visa investisseur. Et le visa investisseur, bah, il suffit juste d'ouvrir une société, c'est assez simple, c'est pas très cher. Et en fonction de tes revenus, la première année, on te donne 1 an. Et en fonction de ce que tu as généré comme chiffre d'affaires, ce qui est c'est assez bas, le seuil est assez bas, ça te permettra l'année d'après de peut-être prétendre à une iqama de 3 ans, voire 5 ans. Et certains l'ont fait, Allah Mubarak. Donc le visa, on va dire, c'est un faux problème. Et pour la résidence, c'est assez simple en Égypte. Tu vois, c'est le propriétaire qui fait ton contrat de location. Et il vient en 2 secondes, il te le ramène le lendemain. Il te plaît l'appartement, tu te mets d'accord avec lui. Le lendemain, il est capable de venir. Le lendemain, avec le contrat, il te suffit de signer avec photocopie de passeport. Et tu payes en général, tu as 1 mois de caution, voire 2. Ça dépend des endroits. Et 1 mois de loyer, khalas. Et normalement, bon, le Baweb, il va prendre une partie parce qu'on va dire c'est lui qui a c'est comme si c'était un agent immobilier.
En fait, lui, c'est comme ça, c'est dans le urf des gens ici en Égypte. Ça, tu vas lui donner tu vas le payer, quoi. Parce que lui, il t'a trouvé le logement. Mais sinon, derrière, c'est assez simple. Tu peux changer de logement rapidement. Moi, pour ma part, j'ai déménagé 3 fois. Aujourd'hui, je vis au Nouveau-Caire. Et alhamdoulilah, les déménagements sont très facilement. Donc tout ça, non, c'est des démarches assez simples, même pour trouver des déménageurs, des personnes qui démontent vos meubles, qui les remontent chez vous. Ça, c'est très simple. Ça reste l'Égypte. Tout est possible en Égypte. Pour les démarches de la santé, ça, honnêtement, moi, j'ai pas fait. Je sais qu'il y a quelque chose avec l'assurance maladie pour ceux qui veulent la rendre internationale. Il y a une démarche à faire que je n'ai jamais faite. Il y a aussi des assurances pour ceux qui veulent, comme les mutuelles en France. En Égypte, ça, je l'ai pas fait non plus. Mais honnêtement, la grande majorité des personnes que je connais, des frères, eux, ils payent en fonction de. En fait, en Égypte, t'as de l'argent, tu te fais guérir, tu te fais opérer, tu fais faire tes prises de sang, il y a tout ce qu'il faut. Faut juste avoir l'argent. Mais derrière, après, faut bien choisir l'hôpital dans lequel tu vas. Parce que forcément, il y a des hôpitaux, c'est pas trop ça. Faut être honnête. Faut aller dans les hôpitaux les plus réputés. Et ça, alhamdoulilah, dans les groupes d'Égypte, tout est écrit, mentionné. Attention ici, attention là-bas. Ici, ils sont plus réputés pour ça ou pour ça. Ça, c'est très important de le savoir. Pour les démarches de scolarité, c'est très simple. Tu vas dans l'école. S'il y a de la place, tu payes. Le lendemain, que tes enfants commencent. Ça, archi simple. Ensuite, pour les arnaques ou pièges classiques à éviter, honnêtement, pour être honnête, en Égypte, c'est vrai que tu peux tomber sur des personnes qui font, à cause de la pauvreté, qui peuvent augmenter les prix, comme dans beaucoup de pays, hein. Ils vont augmenter les prix parce qu'ils vont devoir ils vont devoir étrangers. Le problème, c'est que l'erreur, enfin, pour pas tomber dans ça, c'est qu'il faut demander à chaque fois avant de faire quelque chose, demander dans les groupes, demander aux frères, ne pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça et j'ai fait l'erreur au début sur certaines choses de ne pas avoir demandé et du coup, entre guillemets, je me suis fait arnaquer. Donc, il faut toujours demander aux plus anciens, qu'est-ce que je fais, pourquoi là ils me demandent ça, est-ce que le prix est raisonnable, est-ce que je dois faire de cette manière, est-ce qu'il y a l'utilité de faire cette chose ou pas. Ça, c'est très important. Mais alhamdoulilah, quand après on connaît, tout est plus clair. Ok, et alors juste pour rebondir par rapport à l'administratif, par rapport aux écoles, alors juste pour préciser, tu parles de quelles écoles? Tu parles des écoles, tout ce qui est connu en France, écoles primaires ou même ce qui est connu ici en Égypte, les écoles internationales, ou tu parles des hadana qui sont un peu partout ici en Égypte? Bon, c'est très bien que tu poses des questions. En fait, les frères, en général, soit ils les mettent dans des hadana maternelles, c'est-à-dire maternelle et marakiz, dans un marquez, soit ils les mettent dans des écoles internationales, soit les écoles azharites. Donc pour les hadana, enfin la hadana et le marquez, l'inscription elle se fait automatique, enfin très rapidement. On ne demande pas de venir plusieurs mois avant. Après, par contre, les écoles internationales, c'est à peu près, c'est même peut-être 8 mois, 9 mois à peu près à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre à l'avance. Pareil pour les écoles azharites. Faut que tu t'y prennes à l'avance, mais je sais pas exactement c'est combien de temps avant la rentrée. Ok, taïb, barakallahu fik. Ok, juste pour revenir alors, par rapport à l'iqama, etc. Qu'est-ce que tu conseilles aux frères? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce que on peut venir seulement avec une iqama enfin, tu sais, ce qui s'appelle le visa touriste, qui dure 3 ou 6 mois en fonction de ce qu'ils te donnent au Jawazat, ou est-ce que tu leur conseilles de faire une vraie iqama? Pardon. Honnêtement, je leur conseille de faire une vraie iqama. Chose que j'ai faite moi avant d'arriver en Égypte. Je me suis inscrit directement à l'Azhar. Tu peux même le faire en ligne. Et je connais même un très bon ami à moi qui a fait même ça avec le consulat français. Ils se sont occupés des papiers de A à Z. C'est-à-dire, lui, il est arrivé, même sa bourse, parce qu'il y a une bourse, à l'Azhar. Lui, il touche une bourse, justement parce que l'État français, avant qu'il parte, lui, il est parti au consulat et il s'est déclaré. Mais sinon, bien évidemment, non. Je déconseille fortement de rester avec un visa touriste, surtout quand on veut rester longtemps. Parce qu'on va dire, même si il se peut que tu te fasses contrôler et qu'il se passe rien, mais en général, c'est plus sûr d'être soit inscrit à l'Azhar, soit que tes enfants sont inscrits dans une école. Donc, ce qui fait que c'est pour ces raisons-là que tu es en Égypte, ou que tu es investisseur. Ok, ça marche. Et alors, tu as évoqué l'Azhar. Donc, on entend des fois
des frères évoquaient le fait que l'iqama d'Al-Azhar, il est très très respecté, même devant la police ici en Égypte. Est-ce que tu peux développer par rapport à ça et nous dire si c'est la vérité? Bah, l'iqama de l'Azhar, Allahumma barik, il te donne tous les droits en Égypte. Là, honnêtement, moi, j'ai voyagé énormément de fois. J'ai jamais eu de problème. Sachant que l'iqama, des fois, ils mettent du temps avec l'Azhar. Parce que bon, par manque d'organisation. Mais derrière, quand je voyageais, j'avais pas d'iqama, j'ai jamais payé d'amende. Jamais. Je me faisais contrôler sans passeport. Je leur montrais que que j'étais inscrit avec un papier disant que je suis inscrit à l'Azhar, c'est terminé. Alors que j'allais même pas en cours pour aller encore plus loin. Et juste ce papier-là, ça mettait tout le monde d'accord. Que ça soit à l'aéroport, que ça soit les policiers, que ça soit partout où je vais. Et même, je vais plus loin, ils te respectent, même les Égyptiens en général. Les gens de la masse, quand je leur dis que je suis inscrit à l'Azhar, ils sont touchés. Ouais, c'est vrai que des fois ils te posent la question, ils te disent mais qu'est-ce que tu fais en Égypte? Bah justement, moi, c'est la première chose que j'avance. Je dis pas que j'étudie dans un Marquez ou que j'ai une société en France ou quoi que ce soit. Première chose que je sors de ma bouche, c'est je suis inscrit à l'Azhar. Et alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Inch'Allah, ils te regardent avec un grand sourire. Exactement. Inch'Allah, barakallahu fik. Et pour dire, juste moi, parce que moi, je suis maniaque. Je sais que moi, j'avais essayé de tout prévoir de ramener avec moi, mais j'ai eu beaucoup de retours de frères sur des manques. Par exemple, il y en a, ils avaient leurs enfants ou eux-mêmes qui avaient des traitements ou des médicaments, parce que forcément, en France, ils les auraient eu gratuitement, ils les auraient ramenés au lieu de payer ici, même si c'est pas très cher. On trouve de tout ici, hein. Les vaccins, moi, alhamdoulilah, j'ai fait pour mes enfants. Je sais que certains, en fait, ils ont regretté de pas l'avoir fait directement avant de partir. T'as aussi il faut faire ton permis international. Parce que ça, on le dit pas souvent, mais en fait, quand tu te fais contrôler par un policier, il est dans son droit de te mettre une amende. Parce que avec ton permis français, l'Égypte ne fait pas partie des pays dans lesquels tu peux conduire avec ton permis français. Surtout quand tu te mets en résident, tu n'es plus touriste. Donc si tu veux louer une voiture ou acheter une voiture, ça déjà faut te préparer. Les cartes bleues, ça je sais qu'il y en a, ils sont partis avec leur carte bleue, La Poste ou LCL. Ils ont pas comme certains qui ont Revolut, Boursorama, parce qu'en Égypte, il faut savoir que pratiquement partout tu peux payer avec ta carte bleue. Donc faudrait faire un compte bancaire qui te permet de faire des paiements sans frais, ou même retirer sans frais, hein. Et après aussi un autre problème, parce que moi je suis un gourmand, c'est les aliments. Moi par exemple, j'ai trouvé que du couscous moyen. Moi par exemple, c'est un exemple, hein, ou de la semoule moyenne. Parce qu'ils font ça avec leur basboussa. Moi, j'avais besoin de ça parce que nous au Maghreb, on utilise beaucoup on mange du couscous fin en général et la semoule fine, on utilise beaucoup. Donc ça a été un problème. Et maintenant, alhamdoulilah, en Égypte, tout commence à et que là, je parle d'il y a 3 ans, hein, il y avait pas. Du coup, moi, je les faisais venir dans mes valises lors de mes voyages ou d'autres aliments, hein. Il y a aussi des épices ou alors on peut acheter des valises. C'est ça qui est assez simple en Égypte. Mais honnêtement, maintenant, il commence à avoir un peu de tout. Là, je trouve du couscous qui ramène d'Algérie. On trouve même du café d'Algérie, des épices du Maroc. C'est incroyable, Allahumma barik, comment ça a évolué en 3 ans. Et t'as aussi un autre problème que moi j'ai rencontré. Oh, alhamdoulilah, moi à chaque fois je fais ramener mes vêtements de France. Pourquoi? Parce que tu peux allier qualité et prix. C'est-à-dire qu'en France c'est pas cher pour la qualité. Et ici honnêtement quand t'achètes des vêtements, moi je trouvais que c'était pas la qualité elle était bof. Quand t'achètes quelque chose de pas cher et quand tu veux aller dans les magasins comme H&M ou autres, c'est très très cher par rapport à la France. Ah, ok, barakallahu fik. Quand tu dis acheter des valises, est-ce que tu peux développer pour... Moi, je sais de quoi ça parle, mais c'est pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Acheter des valises, c'est-à-dire que, par exemple, une valise de 23 kilos, elle va se vendre 80 €. Et ça, c'est un voyageur qui va prendre tes valises. Et beaucoup de commerçants utilisent cette méthode pour envoyer du miel, des chachia, des siwak, enfin, il y a plein de choses, des abaya, Même des livres. et même des livres de djinn, exactement, parce qu'ils ont une maktaba en France. Donc, du coup, en fait, c'est juste, t'as un voyageur qui voyage, qui a pas besoin de prendre ses affaires, il y va pour le travail, il a laissé quelques vêtements chez ses parents, il y va pour bosser. Donc du coup, lui, il fait quoi? Il va amortir son billet d'avion. Donc c'est gagnant-gagnant. Lui, il vend ses 2 valises, s'il en a 2 ou une. Et après, la personne, elle lui achète et les deux, ils trouvent leur intérêt. Alhamdulillah. طيب, jazakallahu khairan. Ok, concernant la vie en famille, alors,
t'as survolé un peu les écoles, ou du moins t'en as parlé pour tout ce qui est administratif, mais comment ça se passe l'école pour les enfants? Est-ce que tu peux parler du niveau, ce qu'ils apprennent à l'école, etc. Donc je te laisserai développer. Et est-ce que du coup la vie en Égypte en famille, elle est comme la vie en Égypte, la vie en France en famille? Est-ce que tu peux évoquer les différences entre les vies? Quand je te dis les différences, c'est-à-dire est-ce que ici on veut des parcs, où se poser, c'est quoi les loisirs qu'on peut faire en famille, etc. Tfaddal akhi. Ah là, t'as touché un point sensible. Un point qui a fait que je suis resté en Égypte. Un des plus grands points, c'est la famille. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que les écoles, ni'ma, Allahumma barak, la grande majorité des frères, leurs enfants, ils ont avancé. Et moi, je suis très, 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 très étonné de mes enfants et des enfants de mes amis. Leur niveau d'arabe, comment il a évolué dans le Coran, dans la récitation, incroyable. Allahumma barak, c'est très choquant, carrément. Allahumma barak, et j'exagère en rien du tout, hein. Et après, pour tout ce qui est la vie en famille, oui, bien sûr, parc, loisirs, il y a énormément de choses. Et même, je suis même étonné qu'il y a autant de structures, et wallahi qu'il y en a plus qu'en France. Des structures où tu peux déposer tes enfants, passer un petit moment avec ton épouse, bien sûr à côté, hein, où c'est des structures où il y a des jeux, c'est fermé, il y a énormément de sécurité, il y a énormément de femmes à l'intérieur qui s'occupent des enfants. Toi, tu payes et franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Et les enfants, ils jouent, ils sont surveillés par des femmes à l'intérieur, il y a des sécurités, portes fermées, et toi, tu peux passer un petit moment avec ton épouse. Sauf que je sais que ça existe en France, mais pas autant. Ici, j'en ai trouvé pratiquement dans tous les malls, dans pratiquement tous les endroits où je vais, j'arrive à trouver cette ni'ma. Et tout ce qu'il y a après, bien sûr, pour une femme musulmane, que ce soit des femmes qui ont le sitar ou pas, il n'y a aucun problème, pas de regard, rien du tout. C'est quelque chose qui est vraiment qui est dans leur coutume ici en Égypte. C'est-à-dire ils sont pas du tout choqués de voir des femmes en sitar, même dans des centres commerciaux où tu vois même des étrangers. La femme en sitar, elle est comme un poisson dans l'eau. Il y a pas de, il y a pas de différence. Elle mange, elle va dans les restaurants, elle fait ses boutiques, il y a aucun problème. Alhamdulillah. Et les mosquées, on sait déjà, c'est un pays musulman, Allahumma barak, il y a, il y a beaucoup de mosquées, comme dans la majorité des pays musulmans, dans pratiquement tous les quartiers, on trouve une mosquée. Alhamdulillah. Ok, Jazakallah khairan. Est-ce que tu peux développer par rapport alors au parc? Est-ce que pour que les auditeurs comprennent un peu comment ça se passe ici en Égypte, est-ce qu'on trouve des parcs un peu partout comme en France? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Tfaddal, Akhil Karim. Et est-ce que même tu peux du coup parler en fait des différentes villes tout simplement de l'Égypte, parce que tout à l'heure tu as évoqué que tu habitais à Ouaha, enfin que tu habitais précédemment à Ouaha avant de déménager. Alors Ouaha c'est où? Dans quelle ville? Parce que le Caire, il faut savoir que c'est divisé en plusieurs villes, plusieurs endroits. Tfaddal, Akhil Karim. Ouaha, déjà, c'est Madinat Nasr, El Achir, ce qu'ils appellent district. C'est comme arrondissement, 10e arrondissement. Et Ouaha, bah, c'est une ville, c'est une ville où là, t'as grande majorité, comme je disais tout à l'heure, des frères Muhajiroun. À côté, t'as Toub al-Ramli, t'as Saq al-Quraysh. Tous ces quartiers-là, c'est les quartiers où t'as la grande majorité des Marakiz, ou Makram Ubaid, où t'as le Ibana, où les gens ils vont étudier l'arabe là-bas aussi. Ça reste les quartiers où la grande majorité des frères y vivent. Et par contre, oui, t'as relevé un point important. En Égypte, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de parc gratuit. Sauf dans certains quartiers du Nouveau Caire. Ça, par contre, tu peux en trouver. Mais là, dans les quartiers que je viens de citer avant, à Haïl Achir, non, ça, la grande majorité que tu veux, dans les endroits où tu vas aller, tu vas payer. Même un parc basique que tu trouves en France, gratuit dans les villes, en Égypte, il est payant. Faut bien se mettre ça dans sa tête. Et derrière aussi, tu as un autre problème, c'est le monde. Il y a pas mal de monde quand même à chaque fois quand tu vas à un endroit, surtout les week-ends, parce que la semaine, ça va. Alhamdoulilah. Parce que moi, quand mes enfants, ils allaient à la Haddana, bon, des fois, ils allaient pas à l'école, on sortait, franchement, c'est vite. Et surtout quand tu pars un peu tôt le matin. Maintenant, en après l'Asr et tout, ça commence à être assez blindé. Et le week-end, je t'en parle pas, ça, c'est un peu il y a beaucoup de monde. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu sens une différence
entre les types de personnes, les riches et les pauvres, entre guillemets, ici en Égypte, au Caire. Bah, il y a une différence, bien sûr. C'est, bah, forcément, les pauvres, il y en a, ils ont pas eu accès à l'école. Ils sont pas allés à l'école, parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec des talabats. Au début, je comprenais pas. Je dis, c'est l'adresse, elle est écrite. Limite, je m'emportais, le pauvre. Alors que des fois, là, j'arrive devant lui, j'avais honte. Après, il m'a dit, je sais pas lire. J'ai dit, ah, subhanallah. Après, je me suis excusé, bien évidemment. Mais du coup, bah, derrière, enfin, t'as quand même certains, il y a un manque de civilité un petit peu dans les quartiers un peu pauvres. Faut dire la vérité. Pas mal de mendicité, pas mal de, il y a quand même un peu de l'arnaque. Il y a aussi, bah, des fois, sans le vouloir, ils vont te doubler dans la queue. Enfin, c'est pas sans vouloir, je dirais pas. C'est plus dans, on va dire, c'est dans leurs habitudes. Nous, ça nous choque, quelqu'un qui te double pendant que tu fais la queue. Pour toi, tu le prends mal. Tu te dis, c'est un manque de respect. Non, pour eux, c'est normal. Parce que plein de fois après, je leur parle. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de faire la queue. Après, bah, ils s'excusent et ils retournent en arrière. Ça, c'est une chose qui est un peu problématique en Égypte, mais alhamdoulilah, ils ont pas de fierté mal placée. Quand tu lui dis, retourne derrière et il sait que, bah voilà, enfin, il sait que là t'es pas content et il va derrière, il s'excuse et ça y est, va faire aller régler. Et dans les quartiers riches, bien évidemment, bah forcément, t'as des personnes plus civilisées, ils ont, on va pas se mentir, un meilleur comportement. Même quand on va te proposer un service, t'es moins sur tes gardes. Parce que honnêtement, dans les quartiers pauvres, c'est compliqué. Dès que quelqu'un te rend un service, t'as une boule au ventre. Parce que c'est déjà arrivé à beaucoup de gens que finalement, une fois qu'il t'a répondu, il va te demander de l'argent derrière. Je dis pas que c'est tout le monde, hein. Alhamdoulilah, c'est pas tout le monde. Et après, bah, faut voir aussi en Égypte, les quartiers sont séparés. Entre guillemets, hein. Quand je dis séparés, c'est que tu vois, il y a une différence. C'est qu'il y a il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Parce que quand tu vas à la nouvelle capitale, au Nouveau-Caire, bah, t'as plein de quartiers où tu vois pratiquement pas de pauvres. Ils font très très attention à ne pas les mélanger. Voire même quand tu vas dans une ville, elle s'appelle Madinati. Moi, quand j'étais à Waha, bah, dans les quartiers pauvres, bah, je payais un péage pour aller de l'autre côté. Bon, c'était rien, c'était 10 djouné. C'est 10 djouné, mais c'est le principe de se dire qu'il y a quand même une séparation. Et quand tu vas dans ces quartiers-là, tu vois pratiquement, bah, très peu, très peu de mendicité bah, les structures, elles sont complètement différentes. Ouais, t'as même l'impression, subhanallah, dans certains endroits en Égypte, je dirais que t'es passé du Caire à Dubaï. Ouais, exactement. Franchement, quand tu vas dans certains endroits en Égypte, Allahumma barak, c'est très, très, très impressionnant. Vraiment, ça aussi, ça a été un choc en Égypte. Parce que moi, au début, bah, certains ne sortent pas, faut dire la vérité. À certains frères, Allahumma barak, ils sont dans leur cours. Ils viennent célibataires, donc du coup, ils ont pas trop cette tendance de dire, je vais faire sortir la famille, je vais chercher des quartiers bien ou sortir avec ma femme et mes enfants. Parce que franchement, dans les quartiers pauvres, c'est compliqué de sortir avec sa femme et ses enfants. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi qui a un peu bougé un peu partout, franchement, l'Égypte, Allah Mubarak, les quartiers, franchement, ils ont rien à envier à Dubaï, mais vraiment, ils ont des quartiers impressionnants, que ce soit les infrastructures, les jeux, les restaurants, et ils ont des très très beaux restaurants, et ils sont très bons, et surtout, mais sauf que le prix, il est complètement différent. Quand tu compares à l'Égypte, enfin, c'est que ces endroits-là, à Dubaï, tu paieras au moins 4 fois ou 5 fois le prix qu'on paye dans les structures dans les structures qu'on visite. Toujours dans la vie en famille, t'as parlé de prix. Est-ce que tu peux, par exemple, nous évoquer le prix que tu peux payer dans des restaurants où tu vas en famille, les prix aussi que tu payes dans les garderies là que t'as évoqué tout à l'heure où tu laissais tes enfants, à peu près, hein, pour que les auditeurs aient une idée. Les prix, t'as bah, les restaurants, franchement, dans des restaurants un peu on va dire de luxe, bah, c'est des restaurants de luxe, faut dire la vérité, parce que moi, en France, j'allais pas dans ces restaurants-là. Et ici, t'en as à peu près pour 15 euros, 15, plus ou moins 15 euros. Ça dépend dans quel resto tu vas. Mais franchement, très bon, Allah barak, et pas cher. Voilà, après, pour tout ce qui est jeux, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, tu vas en avoir pour à peu près 6 7 euros par enfant, ils vont rester 3 heures joués. Tu auras des jeux un peu plus chers comme un jeu où j'avais emmené mes enfants, Allah Mubarak, très, très très bien. Carrément, c'est pour ça l'éducation en Égypte, Allah Mubarak, c'est des jeux où tu apprends des métiers, où tu vas, en fait, les enfants, en fait, ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent.
Et ils vont leur donner de l'argent en fonction du métier. Il y a le métier de dentiste, il y a coiffeur, il y a énormément de choses. Et derrière, t'as aussi ils peuvent acheter des choses. Donc en fait, avec cet argent-là qu'ils vont leur donner, bien sûr, c'est pas des vrais billes, hein. Mais en gros, avec cet argent, ils peuvent aller, genre, aller acheter quelque chose derrière. Et du coup, bah, il y avait l'entreprise, ils faisaient du fromage, des yaourts. Franchement, c'est des jeux, Allah Mubarak. Tu peux évoquer le nom de l'enseigne pour les auditeurs? C'est Kidzania. Après, t'en as d'autres, hein. T'as Kid Station, t'as Billy Bees, enfin, t'en as plein d'autres. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Donc, toujours dans la vie en famille, Inch'Allah, et deux papas qui parlent, on va le sentir. En dehors du Caire, est-ce que tu peux faire des vacances avec ta famille? Est-ce que tu as la mer pas loin? Est-ce qu'il y a des choses à visiter, même à l'intérieur du Caire? Est-ce que tu peux évoquer des choses qu'on peut visiter en famille? L'Égypte, bien sûr, il y a énormément d'endroits où tu peux aller. Nous, on est allé, bah, que ça soit Marsa Matruh, que ça soit Ain Sokhna qui est à 1h10 à peu près. T'as la plage, oh, alhamdoulilah, on est juste à côté. Ceux qui veulent aller à l'Aix sont à peu près à 2h25 à peu près. T'as Marsa Matruh, comment dire ça? C'est à peu près à 5 heures. Après, bah, pour la plupart qui vont jusqu'à Marsa Matruh, ils se rapprochent de Siwa, là où il y a les lacs de sel, où, où tu lèves un pied, le deuxième il se lève, parce que tu flottes. C'est Allah Mabarak. Donc t'as aussi Hurghada, hors période, moi je suis allé, que ça soit même Sharm el-Sheikh, je suis allé, franchement, alhamdoulilah. Bien sûr, l'été c'est un peu plus compliqué là-bas, parce que t'as les touristes, mais franchement, quand tu vas dans l'année, il fait beau, les prix sont très très raisonnables. Bon, alhamdoulilah, tu te, tu t'amuses bien. Tes enfants, ils profitent de la plage. T'as des piscines avec les toboggans. T'as des très bons hôtels, voilà, à des prix très très raisonnables. Et alhamdoulilah, en général, tu peux trouver des endroits où t'as plus d'Égyptiens, parce qu'on va pas se mentir, ils sont beaucoup plus pudiques que les touristes qui viennent visiter l'Égypte. Donc forcément, quand tu vas dans des endroits où c'est des familles égyptiennes qui ramènent, qui partent en voyage, alhamdoulilah, tu vois beaucoup de frères et il y a pas, tu trouves pas des choses déplaisantes. Allah yabarak, barakallahu fik. Et du coup, pour conseiller les frères, alors, c'est quoi entre guillemets, hein, les points positifs et les points négatifs que tu as vus ici en Égypte? Et du coup, est-ce que tu recommanderais l'Égypte à ceux qui veulent faire la hijra? Et pourquoi? Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut franchir le pas? Tfaddal. Si je conseille l'Égypte, oui, très fortement. Pourquoi? Parce que en fait, tu peux donner un côté, tu peux donner enfin, alhamdoulilah, tes enfants, tu peux les éduquer dans le dîn. Ça, c'est la première des choses la plus importante. Et en plus de ça, tu peux leur donner, les pousser dans les études, dans les sciences mondaines. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, rien que là où je vis au Nouveau-Caire, il y a au moins, sans exagérer, peut-être une quinzaine d'écoles internationales autour de moi. Je ne dis pas, les écoles internationales, bien évidemment, sont pas tous dans le djinn, mais t'en as beaucoup qui sont dans le djinn. Ça veut dire que c'est très très étonnant de trouver ça. Habituellement, dans les pays, même dans les pays musulmans, tu vas avoir une école internationale, tu vas voir, ils sont beaucoup trop ouverts. Chose que, voilà, c'est pas ce qu'on recherche, bien évidemment. On n'a pas fait. Est-ce que par exemple tu peux évoquer en quoi tu as vu que certaines écoles internationales ici, elles étaient plus ou moins dans le gym? Bah, en fait, c'est très simple. C'est quand tu vas aller dans l'école et que tu vois que la grande majorité ils sont soit voilés, enfin bien voilés, soit en sitar, qui portent le voile légiféré ou qui sont en sitar et que même quand tu vas parler à la directrice, ils vont te dire qu'ils font tous, ils s'arrêtent pour les prières. On doit dire que tes enfants prient depuis le plus jeune âge. Ils les séparent assez tôt. Il y a des cours de Coran pour certaines écoles tous les jours, 45 minutes par jour, ou il y en a certains, ça va être à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Ça, c'est en dehors des écoles, enfin en dehors de la tarbiya, enfin des cours de sciences islamiques. Parce que ça aussi, comme dans tous les pays musulmans, il y a les sciences islamiques, alhamdulillah. Le matin, ils font leur dua, ils leur apprennent leur dua en sortant, en rentrant aux toilettes, etc., etc. Et ils apprennent énormément de choses. Et surtout, ils prennent le comportement des maîtresses qui sont là-bas. Et ça, c'est une grande ni'ma. Alhamdulillah. Et aussi, bah, t'as le côté où t'as aussi les diplômes. Parce que forcément, peux faire un diplôme anglais.
Bon, français, il y a, mais je crois, français, c'est pas très bien réputé en Égypte. Wallahu a'lam, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais par contre, t'as le diplôme anglais, diplôme américain, t'as un diplôme aussi suisse, même carrément. Et ça, franchement, c'est impressionnant de trouver ça. La plupart, il y en a plein qui sortent de ces écoles-là, qui sont en plus, masha'Allah, ils suivent bien la religion. Et c'est des écoles où beaucoup d'Égyptiens ou d'étrangers sont partis après finir leurs études dans plusieurs pays du monde, dont aussi aux États-Unis. Il y en a qui sont partis même à Harvard. Allah يبارك, mashallah. On dirait qu'avec tout ce que tu évoques, il y a que des points positifs. Donc déjà, je te laisse terminer avec les points positifs et après tu nous expliqueras les points négatifs. Ok. Bah donc pour les points positifs, les autres, c'est côté avec la communauté, avec les frères, les Muhajiroun. Il y a une entraide que beaucoup n'ont pas retrouvée dans d'autres pays, parce que bien sûr, il y en a, ils sont passés par l'Égypte. Après, ils ont été pris dans des universités en Arabie, ou d'autres sont retournés dans leur pays d'origine, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres. Et franchement, à l'unanimité, hein, tout le monde a fini par dire l'Égypte, une entraide. Qu'ils ont jamais, personne n'a jamais ressenti cette entraide dans aucun autre pays du monde. T'as aussi la vie qui est pas chère. Ça, faut pas se voiler la face. La plupart des pays, maintenant, ça devient un peu compliqué d'y vivre parce que c'est cher. Comme, que ce soit Dubaï, les pays du Golfe, ou même, notamment certains pays du Maghreb, où la vie, elle est quand même assez chère. L'Égypte, non, pour moi, ils sont imbattables en termes de prix. Quand on englobe tout, hein, loyer, essence, tu fais des pleins à 9 euros, 10 euros, c'est du jamais vu. T'as aussi les restaurants qui sont très peu chers, les écoles, même les cours, Allahumma barak. Le service, tu te fais livrer, même tu peux te faire livrer des médicaments de la pharmacie, tu peux te faire livrer tes fruits et légumes, subhanallah, pour 20 journées, pour moins de 20 journées, qui est pratiquement l'équivalent de 40 centimes. Il te vient avec 10 sacs, avec tous tes fruits et légumes. Non, Allahumma barak, c'est ça, le service aussi, il a été beaucoup avancé en Égypte. Allahumma barak, ça a été un gros point positif parce qu'en fait, tu gagnes beaucoup de temps, surtout pour les étudiants en sciences. Franchement, tu peux commander en espace de 30 minutes, 40 minutes, même pas. T'es déjà livré, toi tu perds pas de temps, tu peux continuer à faire tes cours ou t'occuper de ce que t'as à faire, hein. Pour quelqu'un qui travaille aussi, c'est pareil. Et ça, le service en Égypte, Allahumma barak, il est incroyable. Donc là, après, je vais te parler des points négatifs. Les points négatifs, il y en a, faut dire la vérité. T'as le système de santé qui est pas partout bien, pas se mentir. Ils ont ce qu'il faut, hein, mais il faut avoir l'argent. Parce que voilà, si tu vas dans des hôpitaux les moins chers, des hôpitaux dans les quartiers pauvres, c'est pas toujours évident. Après, t'as le côté mendicité, ça c'est un peu problématique, même si je sais que voilà, c'est un pays pauvre, donc forcément, hein. Mais ça reste un problème, ça reste un problème, et ça reste aussi un problème parce que du coup après, certains se permettent de nous donner des prix parce qu'on est étranger, et ça c'est un problème en Égypte. T'as le problème de la conduite, ils conduisent très dangereusement ici. Après, alhamdoulilah, hein, on voit pas des accidents à tous les coins de rue, mais c'est un peu dérangeant. Nous, on n'est pas habitués à ça. Eux, ils sont habitués à cette conduite-là, nous, pas habitués. Donc forcément, moi, les premiers jours quand je suis venu, ça m'a un peu choqué le Uber, comment il zigzaguait à droite à gauche. Moi, j'avais la boule au ventre. C'est ça que j'allais te dire. Est-ce que tu peux décrire un peu comment ils conduisent? Est-ce qu'ils suivent les lignes? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vérifient leurs angles morts? Pas du tout. En Égypte, ils conduisent. C'est la réponse, mais. Mais machallah, ils maîtrisent leur véhicule, ça c'est une chose. Mais ils font des choses trop dangereuses. Enfin, dangereuses. Ouais, trop dangereuses, j'exagère en disant ça. Mais ils font des gestes un peu dangereux dans la conduite. Et ça, c'est pas très rassurant. Mais après, au fur et à mesure, on s'habitue. Parce que voilà, chaque pays a sa manière de conduire. Quand on voit dans d'autres pays aussi, même dans les pays d'Asie, c'est différent comment ils conduisent. Bon, dans les pays du Golfe, c'est pareil. Donc ça veut dire en gros, avec le temps, tu t'habitues, mais ça reste dangereux. Moi, j'enlève pas le fait que ça reste dangereux. Donc pour moi, ça reste un point négatif. Ensuite, t'as le côté hygiène, la saleté. Dans les quartiers pauvres, c'est quand même sale. On va pas se mentir, il y a une grosse différence entre les quartiers riches et les quartiers pauvres d'Égypte. Dans les quartiers pauvres, il y a beaucoup de poubelles dehors, il y a des chiens. On va pas se voiler la face, c'est pas évident. C'est pas des chiens dangereux, hein, bien évidemment, sauf bien sûr si un des chiens a la rage.
Mais sinon, en général, ils sont pas du tout dangereux. Mais ça reste un problème parce que bon, ils vont aboyer, tu vas les voir devant toi. T'as aussi des poubelles un peu partout. Parce que ça reste un gros problème. Mais qu'on trouve pas au Nouveau-Caire. Un autre point négatif aussi, c'est leur manière, dans tout ce qui est administratif, dans leur manière, et pas que là, parce que dans la conduite aussi, ils sont stressés. Donc, ils ont des manières de parler, que nous, on n'a pas l'habitude, parce qu'ils vont hausser la voix sur toi, et toi, tu vas pas comprendre. Moi, les premiers temps, ça m'a beaucoup posé de problèmes, ça. Pour eux, c'est normal, hein, ils y voient pas de mal. Jusqu'à même, c'est déjà arrivé à un ami à moi, il lui a dit pourquoi tu cries sur moi, l'Égyptien il lui a dit mais je crie pas sur toi là, je suis juste en train de parler. Mais ils ont démarré, en fait il va lever la voix et comme s'il criait dessus. Et un autre inconvénient qu'on peut mettre aussi en avantage, il y a un avantage et un inconvénient, c'est la langue. Pourquoi? Les Égyptiens, quand tu vas parler avec eux, Allahumma barak, tu leur parles en arabe littéraire, ils comprennent très bien, contrairement à certains pays. Maintenant lui, le problème, et ça c'est l'inconvénient, c'est que lui il va te répondre en dialecte égyptien. Et il va pas faire d'efforts. Jusqu'à que même des fois, je vais dire ça à un Égyptien, je vais dire, excuse-moi, parle en arabe littéraire s'il te plaît. Il va répéter la même chose en dialecte égyptien. Et ça, c'est un problème. Parce que voilà, des fois, leur dialecte, il est un peu compliqué. Ils parlent vite. C'est pas, des fois, les mots, voilà, tu vas pas comprendre parce que c'est des mots qui sont propres à eux, qui sont pas dans l'arabe littéraire. Et du coup, ça, c'est un peu problématique. Après, bien sûr, comme dans toutes les langues, tu vas t'habituer. Mais moi, ça reste un inconvénient pour moi, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, la plupart des frères, on étudie l'arabe littéraire, on n'apprend pas le dialecte égyptien. Donc, on a un peu ce manque, des fois, jusqu'à aujourd'hui. Moi, des fois, je me comprends pas avec des Égyptiens. Surtout quand c'est au téléphone, des fois, j'ai du mal à je me fais comprendre, pardon, mais j'ai du mal à le comprendre. Ok, ça marche, barakallahu fik. Et du coup, alors, est-ce que tu conseillerais, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut franchir le pas? Je le conseille déjà, ça, c'est dans un premier temps, avant de partir, de se former à un métier. Parce que ça, c'est un problème qu'on a beaucoup vu ici. Faut pas commencer à partir. Bien sûr, hein, tu places ta confiance en Allah, tu pars. Ça, c'est une chose. Mais derrière, faut faire les causes. Parmi les causes aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de pays, il n'y a pas aucun pays qui va te faire un cadeau comme ça. Tu viens, tu vas devoir payer tes iqamas. Demain, tu te maries, tu vas devoir payer, déjà, même quand t'es tout seul, tu vas payer ton loyer, et ainsi de suite. Les cours ne sont pas gratuits. Donc tout ça, c'est un investissement. Enfin, il faut de l'argent. Et derrière, quand tu vas te marier, avoir des enfants, ça va être encore pire. Donc derrière, ça quelque chose que je conseille aux frères, c'est de partir avec, de lancer soit un business, soit d'avoir un métier dans les mains que tu peux pratiquer ici, parce qu'aujourd'hui, regarde, moi en 3 ans, j'ai vu énormément des frères qui sont devenus bien sûr mes amis, qu'on se connaît très très bien maintenant, qui ont ouvert leur restaurant, qui ont ouvert des agences, ils se sont mis dans la location de voitures, dans la location où il y en a, ils donnent des cours. Alors, pour ceux qui aiment ça. Parce qu'il y en a, voilà, ils ont envie de donner des cours. Du coup, ils ont ouvert soit un marquez, soit en ligne, soit ils donnent des cours comme ça en particulier à des gens en France. Donc tout ça, ça peut aider. Maintenant, moi, ce que je peux conseiller à un jeune, parce que j'ai vu des jeunes venir et à la fin, ça s'est transformé. Il s'est marié, il s'est retrouvé qu'il avait même pas de quoi se marier. Et ça, c'est pas une fois, ça arrive énormément de fois. À la fin, ils demandent des cagnottes, ou même des fois, c'est pas la personne qui demande, c'est des gens autour de lui. Mais c'est assez rabaissant et problématique. Même si, bien sûr, on peut tous avoir des problèmes, on peut tous avoir besoin d'aide. Mais maintenant, il faut quand même se préparer à ça. Donc, bien sûr, moi, ce que je vais conseiller à un jeune ou même à un ancien, une personne un peu plus âgée, c'est ne pars pas comme ça sans avoir soit posé un business, soit avoir un métier dans les mains, ou soit te préparer pour faire un business ici en Égypte. Parce qu'on peut pas dire que ça a pas réussi à certains. Alhamdulillah, il y en a, ils ont fait leur business ici, ça marche très très bien. Et qu'Allah mette la baraka dans leur commerce. Amin. Amin, barakallahu fik. Et surtout, la niya, mettre l'intention pour Allah Azza wa Jal, parce que il y a aucun doute que Allah Azza wa Jal, il va te faciliter si tu mets la niya d'émigrer pour lui. Après, forcément, il faut se préparer. Peut-être qu'il y aura des épreuves. Et il faut pas toujours écouter ce qu'on dit par rapport à la hijra, parce qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, hijra est égal pauvreté. C'est pas vrai. Il y en a, et wallahi, qu'il y en a, ils se sont enrichis parce qu'ils m'ont dit leur situation en France. Et ils m'ont dit leur situation aujourd'hui, que ça soit même pour ma part. Ça a complètement changé. Mais vraiment complètement changé. Avant, on travaillait peut-être pour un patron pour gagner 1500. Aujourd'hui, on en fait peut-être la même chose, voire plus.
en étant en plus à l'étranger. Ça, c'est une ni'ma. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut pas directement se mettre à l'esprit que si tu pars, tu seras forcément éprouvé comme on entend, ou tu seras, non, peut-être ce sera des épreuves par rapport à ta santé, c'est possible, ça arrive à certains. Il y en a, ça va être l'épreuve de l'argent. Il y en a, ils vont être éprouvés par rapport à leur famille. Parce qu'il y a déjà eu des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup aussi il y en a certains, pardon, pas beaucoup qui immigrent, et que, voilà, ils n'ont pas préparé assez leur femme. Et ça, comme les savants, ils le disent, ça peut, ça leur fait des problèmes de couple, et c'est pas le but. En fait, moi, je conseille aussi, aux frères qui veulent immigrer de préparer leurs femmes, ceux qui sont déjà mariés, bien sûr, en France, qui les préparent un petit peu à certaines choses ici. Parce que bien sûr, au niveau famille, wallah, il y a tout ce qu'il faut. Mais tout le monde n'est pas prêt à partir, à quitter ses parents, ses frères et sœurs. Parce que nous, ça a été déjà très très difficile pour nous. Certains aussi, ils n'ont pas la capacité d'offrir à leurs femmes des voyages à chaque fois pour aller voir leurs parents. Du coup, il y en a, je connais pas mal de frères qui vont voyager une fois par an, voire même une fois tous les 2 ans limite. Et ça, ça peut être très très difficile pour la femme. Pour l'homme aussi, hein, mais bien sûr pour la femme, des fois, sur ces choses-là, elle risque d'être un peu plus faible par rapport à aussi certaines organisations. Parce que forcément ici, l'organisation, elle est pas, nous, on s'habitue à une certaine organisation en France. En venant ici, il y a des choses qui changent. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pas 120 millions, enfin, ils sont, je crois, 22 millions au Caire, par exemple. C'est pas 22 millions d'Égyptiens qui vont venir s'adapter au peu de Français qui vivent chez eux. C'est à nous de nous adapter. Ça, il faut qu'on se le mette bien à l'esprit. Parce qu'il y a des choses, c'est pas du tout comme chez nous. Même si, bien sûr, la vérité, elle est avec nous. Mais le problème, c'est que tu vas pas changer tout le monde. Donc, il faut que tu acceptes et que tu patientes dessus. Ça, il y a pas le choix. Parce que tu vas avoir des comportements que tu vas pas comprendre. Et ça m'est déjà arrivé aussi, que ça soit même dans la conduite. Et nous, on a l'habitude de suivre les lignes, de mettre le clignotant. Enfin, eux, ils peuvent très bien être dans une place, garés, il sort sans clignotant, il te coupe la route, et quand tu vas lui dire pourquoi, lui va dire non, c'est toi qui arrives. Tu viens sur ma voie. Non. Tu vois, vous allez pas vous comprendre. Pour lui, c'est normal de sortir comme ça, parce que en gros, il s'insère pas, il va jamais rentrer, parce que personne ne va le laisser passer. Donc lui, il va te forcer le passage. Et nous, on va croire que c'est limite un manque de respect, parce que lui, il nous coupe la route, mais c'est pas comme ça. Donc ça veut dire, il y a plein de choses où il va falloir patienter, pour l'homme comme pour la femme. Et ça, il faut s'y préparer à l'avance. Et même les rendez-vous, hein. Ouais, les rendez-vous aussi, c'est un gros problème en Égypte. Il te dit, je viens le matin, et il va venir en fin d'après-midi. Toi, tu l'attends toute la journée, parce que forcément, toi, t'as été éduqué sur ça, dans les horaires, il faut venir à 8 heures, c'est 8 heures. Après l'heure, c'est plus l'heure. Eux, il y a pas de ça chez eux. Lui, il va pas comprendre pourquoi t'es pas content. Exactement. Allah musta'an. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a une différence entre la France et l'Égypte. Alhamdulillah, ici, il y a des points positifs et il y a aussi des points négatifs. Et il faut s'habituer et se mettre dans la tête que forcément, comme tu as évoqué, c'est à nous de s'adapter à eux et pas le contraire. Barakallahu fik. Moi, pour terminer, est-ce que tu te vois rester longtemps ici, en Égypte, ou tu envisages de t'installer ailleurs, Inch'Allah? Et c'est quoi le bilan spirituel et personnel que tu tires de ton expérience jusqu'ici? Tfaddal. Si je compte rester longtemps en Égypte, oui. Parce qu'alhamdulillah, j'ai trouvé tout ce qu'un musulman pourrait chercher, que ce soit dans la religion ou dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour moi ou pour ma famille. Ensuite, pour le bilan, forcément, spirituellement, alhamdoulilah, j'ai beaucoup avancé dans mon djinn, que ce soit en langue arabe, dans le Coran, dans les sciences en général. Et bilan personnel, alhamdoulilah, je suis sorti avec beaucoup d'expérience. Parce que c'est la première fois que je m'installe dans un autre pays que la France. Du coup, j'ai appris à vivre avec d'autres personnes qui sont pas, on va pas se mentir, qui sont pas comme nous. Il y a des choses qu'on comprend pas, et voilà, les cultures sont différentes. Du coup, forcément, on gagne en expérience. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que tu apprends aussi à te débrouiller, honnêtement, parce que vu que moi je travaille à distance, oui, je travaille à distance parce que j'ai une société en France. Et du coup, ça m'a permis de me débrouiller et d'avoir plus de tawakkul, d'avoir plus confiance en Allah, parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à être dans un petit confort avec les aides sociales.
en fait, dans ta tête, tu dis, bon, de toute façon, je travaille pas, j'ai le Pôle emploi. J'ai pas assez de Pôle emploi, ils vont me rajouter des APL. J'ai des enfants, j'ai des allocations. Je suis malade, j'ai la sécurité sociale. Bah, en Égypte, ou je pense même dans tous les pays musulmans, bah, t'apprends à te débrouiller. T'apprends à te débrouiller, à aussi à être, machallah, plus économe. Ça veut pas dire que tu vis pas, alhamdoulilah, on vit très très bien. On profite. Et mais voilà, tu dépenses plus intelligemment, on va dire. T'es plus soucieux de comment tu vas dépenser ton argent et de comment tu vas gérer un petit peu tes dépenses. Jazakallah khairan. Ok, akhi, barakallahu fik. Bah, est-ce que t'as oublié quelque chose que tu souhaiterais évoquer? Oui, pour les écoles, j'ai oublié quelque chose de très, 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 très important. À qui ça arrivait à un frère que je connais personnellement. C'est que dans les écoles qui a voulu inscrire son enfant dans une école internationale, et le souci, c'est que si toi tu n'as pas été scolarisé officiellement dans un autre pays avec des preuves, des tampons, enfin des preuves très très claires, ils sont très stricts, ou que tu n'as pas été scolarisé en Égypte, ils ont le droit, je crois, jusqu'à les 8-9 ans de ton enfant, si tu n'as pas été inscrit avant, même si ton enfant il a 7-8 ans, il va revenir en CP à 6 ans. Parce que c'est l'âge à laquelle il commence les cours ici en Égypte. Donc voilà un gros problème dont je voulais parler. Et ça, faut que les frères, faut faire très 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 attention à ça. C'est si vous voulez vraiment que vos enfants ils fassent des études, ne les mettez pas seulement dans des hadana ou des marakis. Après, je sais pas si ça concerne aussi les écoles azharites, mais je sais qu'en école internationale, c'est sûr et certain que ça risque de poser problème. Et donc faut faire attention. Et deuxième chose, je voulais rajouter quelque chose par rapport à pour que les gens ils se disent pas non plus en venant en Égypte ils vont délaisser tout ce qu'ils faisaient en France. Aujourd'hui, honnêtement, il y a de tout. Il y a des frères qui font des grecs, des chicken tikka, des sauces algériennes, tout ce que vous pouvez trouver. Il y a des pâtisseries qui sont, enfin tout ce qui est fait. Allahumma barak, c'est vraiment très très bon. On trouve de tout. Ça veut dire on n'est pas dépaysé ici en Égypte. Autre chose, C'est plus l'Égypte d'il y a 3 ans. exactement, c'est plus l'Égypte d'il y a 3 ans. Et autre chose qui est bien, ceux qui aiment le foot, qui aiment les sports de combat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont inscrits au jiu-jitsu. Il y a des frères qui s'entraînent à la boxe entre eux. Il y a le foot et ils réservent des séances comme les fives qu'on faisait en France. Les gens ils jouent au foot pendant l'Aïd parce que c'est vrai qu'on peut se sentir ça. On avait l'habitude d'être avec nos familles pendant l'Aïd. On loue des villas avec une villa pour hommes, une villa pour femmes, et on fait passer l'Aïd à nos enfants avec des toboggans, des piscines, enfin tout ce qui va avec. En fait, il y a une ambiance qui est quand même Allah Mubarak, qui est incroyable. En fait, c'est que il y a plus ce souci de se dire je vais partir, je vais être seul. Et ça, c'est important d'être dans un endroit où il y a de telles ambiances comme ça. Au moins, c'est des moments où tu peux être, voilà, on va pas se mentir, que tu peux être fragile et pas être bien par le manque de ta famille. Alhamdulillah. Non, c'est réel, c'est réel. Plein de frères, quand ils sont en Hijra, ils se sentent seuls. Et avec cette ambiance-là, Allahumma barak, c'est comme si tu avais une seconde famille. Inch'Allah. طيب أخي Abou Ibrahim, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Je pense que là, avec tout ce que tu as évoqué, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'informations pour ceux qui souhaitent s'installer et s'établir en Égypte. إخوة, jazakumullahu khairan. On souhaite un bon établissement pour ceux qui souhaitent s'établir en Égypte. Et qu'Allah facilite à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.